Bienvenue à l'émission de Ligne 16, au plein cœur du salon Code and Play. Alors, cette émission va vous informer sur le libre et ses enjeux, notamment également vers le numérique. C'est pourquoi l'équipe du média Ligne 16 a choisi de vous présenter sur notre plateau différents acteurs de la culture libre et des logiciels libres. Donc aujourd'hui, nous avons donc Tania qui fait partie d'un média participatif, Ligne 16. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Estelle, donc l'organisatrice de ce grand événement. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Erwan, donc médiateur numérique, accompagné de Loïc, start-upper. Ok, de Loïc, donc développeur. Voilà, bonjour. Bravo. Nous avons ensuite Sébastien, créateur du logiciel FrancoGrill, plateforme. Collaborateur. Non, je gère les serveurs d'une asso qui propose des serveurs. D'accord. Bon, enfin, Et donc de... Bruce, créateur de logiciels. Voilà, bonjour Open à source. vous. Et pour finir, Jonathan, donc, qui fait partie des Petits Débrouillards, Tout à fait, médiateur numérique. médiateur numérique. Bonjour. Donc voilà, donc aujourd'hui on se pose plein de questions. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est l'enjeu du numérique aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important de savoir en tant que citoyen pour ce milieu? Tania, peux-tu te présenter et nous dire qu'est-ce que tu en penses de ces médias libres, de ce domaine? Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le média participatif ligne16.net est un média, un site web citoyen de proximité qui invite les habitants des quartiers à faire l'information. Donc moi, en fait, j'accompagne ce projet et donc j'initie au journalisme numérique à s'interroger sur un sujet et aller à la rencontre de l'autre avec le micro. Et donc là, sur ce salon, merci à Estelle de nous y avoir invités. Hier, on était en web reportage et tous les jeunes qui ont souhaité s'y prêter à ce petit jeu, on s'est interrogé plutôt sur la culture libre, les logiciels libres. Et en fait, moi, c'est un moyen simplement de les nourrir en information sur ce sujet. Et donc, on s'est aperçu, et ils se sont aperçus au cours de ces reportages, que pas beaucoup de gens, en fait, connaissaient vraiment qu'est-ce que c'était ces logiciels libres. Donc, on parle de logiciels libres, évidemment, ça comprend également les outils, la collaboration. Et du coup, cette émission va nous parler justement de ces enjeux un peu du numérique. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense avec mes jeunes? En fait, je vois que mes jeunes, ils consomment, ils téléchargent des applications, voilà, sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Et donc, si on ne va pas les empêcher d'avoir du Facebook ou du Google, puisque nous aussi, on utilise tout ça, il s'agit un petit peu d'être informés et de faire des citoyens éclairés. Donc c'est pourquoi j'ai trouvé que cet axe dans un salon comme celui-ci avait son sens. Voilà, avait son sens. Et c'est pourquoi hier et aujourd'hui on s'est enrichi depuis. Donc on a la chance d'avoir des personnes qui connaissent bien le sujet et qui en tout cas y contribuent. Et donc vont pouvoir vous expliquer un petit peu pourquoi c'est un enjeu, puisqu'on est entouré du numérique, puisque le monde évolue très rapidement et qu'aujourd'hui, nos données privées, on ne sait pas trop où elles vont. Et donc je pense que les jeunes générations, c'est très important qu'ils soient en tout cas informés. Donc voilà. Merci Tania. Alors du coup, on va pouvoir dire aussi merci Estelle. Donc j'aimerais bien que vous vous présentiez outre mesure et que vous nous dites pourquoi ce salon, pourquoi ça vous importe les logiciels libres, d'où c'est né cet événement.
Bonjour, je suis donc Estelle Collin, directrice de l'agence Référence qui est à l'initiative de Code & Play. L'initiative en fait est venue des 3 associés, on est tous les 3 parents et on s'interrogeait justement sur le positionnement du numérique pour nos enfants et on voulait justement créer un événement qui soit festif, ludique et pédagogique pour pouvoir leur montrer comment être acteur et pas simple consommateur de numérique et de jeux vidéo. Le but ici, c'est de partager un savoir, c'est de leur montrer tout le potentiel du numérique, les métiers d'aujourd'hui et encore plus de demain, qu'ils puissent avoir des étoiles dans les yeux, qu'ils puissent comprendre comment on va créer de la réalité virtuelle, comment on va créer un logiciel, comment on va pouvoir dessiner des images complètement, comment on va pouvoir capturer des images avec de la lumière. Donc voilà, le but ici, c'est vraiment que ce soit pédagogique, qu'on leur explique comment on fait et puis surtout qu'ils s'amusent. D'accord, donc super. Et donc quand même, j'aimerais vraiment revenir sur un point important, c'est que c'est une initiative qui est quand même partie de parents, donc pour vraiment la bienveillance auprès des enfants. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait pour conditionner les enfants, mais pour les informer et donc leur ouvrir un peu le champ des possibles. Complètement. En fait, on parle du numérique dans toutes ses possibilités et on informe aussi sur le bon usage, parce que je précise bien quand même qu'il y a un bon usage à Internet et les risques et les déviances d'Internet. On informe aussi sur la consommation à outrance des écrans, parce qu'on ne peut pas parler numérique sans en parler. Et effectivement, nous sommes parents, donc on a voulu vraiment, du tout petit au tout grand, qu'ils puissent trouver leur compte dans tout ce qu'on va proposer. Le but, c'est vraiment de transmettre quelque chose, c'est de donner des idées, de pourquoi pas déclencher des vocations. On veut vraiment être complet dans notre démarche pédagogique, dans notre positionnement. Eh bien, super. Donc à présent, nous allons un peu plus creuser le sujet en définissant qu'est-ce qu'est le libre et les logiciels libres. Donc Erwan va nous y aider. Vous êtes donc médiateur numérique et bénévole à l'association SVL de Valbonne. SLV, Sophia Loisirs et Vie. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est le libre ? Alors le libre, c'est une culture. C'est une culture à part entière. Et on arrête souvent le libre au logiciel libre, mais il n'y a pas que les logiciels, il y a du matériel libre, il y a de l'art libre, des bons représentants. Et c'est la liberté d'avoir accès à une information, la liberté de la diffuser, la liberté de l'étudier et la liberté de la modifier si vous en avez envie et les compétences. On oppose le libre à ce qu'on appelle nous dans notre culture le privateur, qui vont être des logiciels qui vont vous mettre des menottes numériques au poignet parce que vous n'allez pas pouvoir par exemple changer de format de logiciel ou passer sur un autre logiciel parce que vous allez avoir un format de fichier qui va être utilisable que dans un seul endroit. Et j'éviterai de parler de logiciel libre, mais plutôt de culture libre en général. Voilà. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il existe aujourd'hui des choses. Il y a par exemple aux États-Unis des fermiers qui font des machines agricoles libres. Il y a des maisons en kit libres. Dans la e-santé aussi des produits. Il y a des IRM, des nouveaux IRM par exemple pour l'Afrique ou des choses comme ça, ou des échographes qui sont libres de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brevet dessus, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont améliorables par tout le monde. Et aujourd'hui on parle plus de culture libre. Alors bien sûr ça vient d'Internet, la diffusion de la culture libre vient d'Internet. Et c'est pareil dans les médias, comme le média que tu fais, c'est un média libre. Puisque tu n'es pas un média fermé, tu es un média ouvert. Voilà, donc c'est une ouverture culturelle avant tout. Et du coup, donc vous dites que c'est modifiable par tous, etc. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent se dire oui, mais moi je suis pas codeur, moi je suis pas développeur. Donc alors justement, on lance un appel. On n'a pas besoin que de codeurs. On a besoin de traducteurs, on a besoin de designers, on a besoin de communicants. Tout le monde peut prendre part à cette culture libre. C'est très important. Et vers qui on se tourne dans ces cas-là ? Vers vos passions.
vers vos passions. Vous allez chercher un forum, il y en a plein, il y a des associations en France comme Framasoft. Si vous êtes intéressé par les libertés des réseaux d'Internet, il y a la Quadrature du Net. Si vous êtes intéressé par devenir indépendant au sein de vos associations, de vos entreprises, en ce moment, il y a un grand regroupement qui s'appelle Chaton, qui va vous apprendre au fur et à mesure à prendre vos technologies en main. Donc il y a énormément de choses qui se font depuis ces dernières années en France. Et c'est tous les jours, tout le temps. Et tournez-vous vers vos passions, allez voir les forums sur Internet. Je vous dis, les bonnes portes d'entrée, c'est surtout, je dirais, Framasoft en France, qui est une très grande association. Si vous allez sur Wikipédia, faire un article, il y a énormément de... Voilà, ça fait participer au libre. Wikipédia est une encyclopédie libre de droit. Il y a des gens qui sont toujours prêts à vous répondre dans le libre. On est plusieurs milliers et plusieurs millions dans le monde maintenant. Et il y aura toujours quelqu'un qui prendra le temps de vous répondre à vos questionnements et de vous donner les premières démarches et de vous appuyer. Bah super. À savoir qu'il y a aussi une économie de l'open source, du libre, comme le Raspberry, comme beaucoup de produits, comme Debian, qui est une grande distribution. Attention, libre ne veut pas dire gratuit. Exact. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec de l'open source et qui font des produits qui sont payants. Gratuit ne veut pas dire libre. Voilà. Et Justement, comment vous expliquez que souvent, quand on parle justement au public lambda, les logiciels libres, ah bah ouais, c'est gratuit. C'est ça qui ressort en fait. Alors que effectivement, derrière le libre, il y a quand même toute une éthique collaborative, une vraie communauté, et on a l'impression que c'est quand même dédié à des personnes initiées ou dans les réseaux. Enfin voilà, moi je suis dans l'espace numérique du Hublot, donc je suis aussi dans la médiation numérique. Est-ce que je serais autant au courant sans ça ? Je vois les jeunes générations, même les publics. Hier, on en parlait, lycée des EK, enfin, ils ne savaient pas ce que c'était le libre. Donc c'est une question que je me pose. Parce que justement, ce que je disais avant, c'est qu'on manque de communicants. C'est que depuis quelques années, nous aussi, on fait un effort d'ouverture. C'est pour ça qu'on collabore avec Estelle. Et parce qu'on a aussi, nous, une réflexion sur notre communauté, parce qu'on a une communauté qui était quand même très scientifique à la base. On a beaucoup de codeurs, beaucoup de gens beaucoup passionnés, mais on n'a pas obligatoirement ces compétences. On les apprend, on s'ouvre, on fait des partenariats. C'est toujours de l'échange de la culture libre. Et on a travaillé aussi de notre côté, parce que notre communauté aussi a des torts. Par rapport à ce moment-là, on a eu du mal pendant un moment à s'ouvrir sur le libre. C'est dans la communauté libre, je pense, effectivement. Et oui, vous voulez intervenir ? Oui, j'avais juste une question. Moi, depuis toujours, on me dit toujours que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Est-ce qu'on est un produit en utilisant un logiciel libre ? C'est complètement faux, parce que justement, c'est le contre-argument. Il y a beaucoup de produits comme Wikipédia qui sont libres, comme LibreOffice et tout ça, et tu n'es pas le produit. J'aime pas du tout cette phrase depuis des années, parce que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Généralement, par contre, quand tu as un service gratuit dans une entreprise privée, il y a un moment donné, il faut un modèle business. Et si c'est pas affiché clairement que c'est de la pub ou quoi que ce soit, ça peut être un problème. C'est ce qu'on voit le cas sur des services de vidéo en France, où ils ont rajouté maintenant la petite bannière, mais c'est encore à la personne qui publie la vidéo de rajouter qu'il y a un partenariat publicitaire. Pourtant, c'est la loi française, mais ça se fait pas automatiquement. Par contre, si à l'heure actuelle, il y a je peux en parler, je peux dire le nom parce que c'est du libre. Peertube qui existe, qui est une plateforme de médias qui est en train de se créer en France, une alternative de plateforme vidéo, où il n'y a pas de monétisation dessus, donc tu n'es pas le produit. Mais c'est vrai que la phrase est un peu ambiguë, c'est vrai. Et donc du coup, pour clore un peu ça et s'approcher d'autre chose, qui est les données privées. Donc certains, à l'heure d'aujourd'hui, sont conscients de ce qui se passe, préfèrent fermer les yeux, dire bon bah ok, c'est comme ça, je suis dans ce monde et je m'en fiche. Il y en a qui font très attention et qui se privent de tous ces réseaux et de toutes ces plateformes où il y a un risque de manipulation de données privées. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Est-ce que le libre, lui, il sort un petit peu de ce que font les GAFA avec nos données ? Généralement, le livre ne s'intéresse pas à vos données. C'est pas un but.
Parce qu'on n'a pas à revendre, à connaître obligatoirement l'utilisateur. Je ne connais pas de logiciel libre qui va centraliser des données autres qu'un mot de passe pour vous reconnaître en tant que compte. Mais après, le reste, on n'a pas besoin de savoir l'âge que vous avez, on n'a pas besoin d'avoir votre empreinte numérique, parce que nous, ce qu'on veut, c'est diffuser, que vous l'utilisiez comme vous voulez. C'est à la différence de quelqu'un qui a besoin de trouver un business model, je pense. Aïe. Ouais, le truc auquel je me disais, c'est qu'aussi dans le libre, un des principes, c'est pas seulement le prix, etc. C'est surtout aussi pouvoir éditer, pouvoir modifier un logiciel, pouvoir connaître son contenu. Donc si quelqu'un met dans un logiciel quelque chose qui peut être nuisible, les autres personnes qui ont les capacités... 1, 2, 3, 4. Les autres personnes sur cette planète qui ont les capacités de pouvoir lire ce code et interpréter qu'il y a un danger, elle peut intervenir pour informer la planète qu'il y a un problème dans ce code, il faut le modifier. Donc ça, c'est une chose importante dans le libre, de pouvoir lire le code, pouvoir l'éditer, le modifier et le redistribuer, les modifications qu'on a faites, quoi. Et je dirais même, même si vous n'avez pas les compétences de le faire, c'est quelqu'un d'autre de la communauté qui le fait à votre place. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vos téléphones mobiles que vous avez tous dans la poche, votre smartphone, font des mises à jour. Seul problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de vous dire, votre iPhone, quelle est la mise à jour? Est-ce qu'ils ont juste changé la version de la mise à jour ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on marche sur un système qui est libre et ouvert, même si vous n'avez pas les capacités, vous avez des gens dans le monde qui, eux, vont regarder ce qui se passe dans la mise à jour. Et s'il n'y a jamais quelque chose de louche, ils alerteront la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Wikipédia. À l'heure actuelle, Wikipédia, on peut dire tout ce qu'on en veut. Il y a du bien, il y a du moins bien, ça fait des années que ça s'améliore. Sur Wikipédia, à l'heure actuelle, il est prouvé scientifiquement, des gens qui ont fait des études, que les erreurs étaient très très vite, par rapport au flux d'informations, étaient très très vite corrigées. Parce qu'il y a des gens qui, c'est leur plaisir de corriger les articles sur Wikipédia. Ils n'écrivent pas d'articles, ils laissent généralement des gens de faculté le faire. De plus en plus sur Wikipédia, il y a quand même beaucoup de gens en fac qui écrivent des articles. Et donc il y a des gens qui sont là, qui sont correcteurs, il y a des gens qui font des petits logiciels, qui font un peu du gardiennage, de la vigile. Et donc si vous n'avez pas les compétences, c'est pas un problème. Il y aura toujours quelqu'un d'autre de la communauté pour le faire pour vous. Et par contre, même si vous n'êtes pas codeur ou quoi que ce soit, vous avez toujours quelque chose à apporter dans la communauté et on a vraiment besoin que des gens apportent leurs compétences, que ce soit aussi bien des designers que des communicants, parce qu'on n'a pas déjà ni tous le temps de le faire et, ou les capacités de le faire. Là, j'ai amené un ami qui est entrepreneur, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas apporté sur les données, c'est quand même important. Il y a des nouvelles générations, il y a des petites entreprises qui font très attention aux données des personnes. Il ne faut pas croire non plus tout ce que disent les médias, parce que nous, c'est ce qu'on appelle un peu le buzzword. C'est-à-dire qu'on va vous dire, faites attention aux données, on va vous donner des exemples qui sont un peu terribles. Mais il y a quand même une mentalité qui est en train de changer dans les entreprises privées. Les gens sont très sensibles à ça. L'école, l'éducation nationale fait beaucoup de travail dessus, donc on a des générations à venir qui seront plus sensibles que les générations qui ont vu le changement d'Internet, l'arrivée d'Internet depuis 1990, on va dire. Donc j'aimerais bien qu'on lui laisse la parole aussi un peu pour qu'il explique son côté, qui lui monte. Ils sont en train de monter une application mobile et ils font quand même, il y a des entreprises qui font bien le boulot, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Eh bien, allons-y. Bonjour, donc Loïc Avila de Play Outside. Déjà, je voulais revenir sur cette phrase, si c'est gratuit, je suis le produit. En fait, dans le libre, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le producteur. Tout le monde a les capacités de créer. Et moi, je le vois avec notre startup, donc Play Outside. On a utilisé Wikipédia, notamment un projet qui s'appelle Wikidata, où il y a tous les gens qui vont dans les musées, qui prennent en photo des œuvres et qui les mettent sur ce projet. Et nous, on les a toutes récupérées pour faire une partie de notre application. Et ce n'est pas des gens qui sont des producteurs, enfin qui sont des codeurs ou quelque chose comme ça. C'est juste des passionnés qui vont au musée, qui prennent des belles photos et qui les mettent et on les a utilisées. Maintenant, pour ce qui est des données personnelles, nous, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience avec tout ce qu'on entend. Et nous, on essaye, toutes les informations dont on n'a pas besoin, on ne les prend pas. On ne demande pas votre nom et votre prénom, on demande un nom d'utilisateur. On n'a pas besoin de connaître votre nom. On vous demande seulement l'adresse email vu qu'on n'a besoin que de ça.
Et il y a vraiment une prise de conscience, et de plus, d'ici à peu près 1 mois et demi, il y a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la RGPD, qui va rentrer en vigueur. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé au grand public, mais ça oblige déjà toutes les boîtes à avoir leurs données en Europe. Qui dit données en Europe, data center en Europe, ça veut dire qu'il y aura plus de contrôle, on pourra couper plus facilement. Et il y a tout un tas d'obligations. Par exemple, maintenant, on n'aura plus le droit de mettre une case « J'accepte de recevoir des informations commerciales » qui sera précochée. Elle devra être décochée et les gens devront explicitement donner leur accord, c'est-à-dire ce qu'on appelle un opt-in. Et si vous ne voulez plus recevoir de mails publicitaires d'une boîte, à tout moment, vous pourrez vous désinscrire. Ça sera obligatoire. Et vous pourrez aussi très facilement demander à une société de vous fournir toutes les informations personnelles qu'elle a sur vous. Elle sera obligée de le faire. Vous pourrez même demander à ne pas être profilé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand vous allez sur Internet, parfois on vous affiche des informations en fonction de votre profil. Par exemple, on voit que vous êtes quelqu'un de 40 ans, qui habite dans un quartier un peu riche et tout ça, on va augmenter les prix. Et ben, vous aurez le droit à qu'on ne puisse pas utiliser toutes les informations personnelles pour vous afficher de la publicité ciblée ou du contenu ciblé. Et ça sera vraiment votre choix. C'est ça qui est fort en ce moment, c'est qu'on donne le choix aux utilisateurs. Mais comment ça se passe? Parce que nous, on ne nous en parle pas de ce choix. Donc comment on le prend? Ça se passe où? Ça se fait où? Alors, en fait, il y aura des obligations du côté des sociétés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils faisaient avant pour avoir, par exemple, un accord implicite de vous qu'ils n'ont plus le droit de faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous donniez sans le savoir votre autorisation pour recevoir de la publicité. Maintenant, c'est illégal. Donc, avant des choix qu'on prenait à votre place, et ben maintenant, vous les ferez en conscience. Car ils pourront être poursuivis en justice s'ils n'ont pas respecté la loi. Bon, on en a appris pas mal sur le libre. Est-ce que le public veut intervenir, poser une question sur quelque chose? Non? Alors nous verrons plus tard. Alors j'aimerais donc cette fois-ci m'adresser à Sébastien pour que vous vous présentiez plus amplement et que vous nous racontiez pourquoi vous avez choisi le libre après avoir joué avec les micros. Celui-là, il marche mieux, on dirait. Bon bah top, alors allez-y, lancez-vous. Grâce à Walid. Comment? C'était quoi la question? Alors déjà c'est de vous présenter et de nous raconter donc qu'est-ce que vous faites sur les plateformes libres, plus précisément avec FrancoGrid et pourquoi vous avez fait ce choix particulier, à quel moment vous êtes tombé dedans quoi? Je suis tombé dans le lead des années 90 dans une formation d'informatique, mais ça c'est autre chose. Non, FrancoGrid, c'est une association qui propose des serveurs de monde virtuel qui utilisent le logiciel Open Simulator. Et ce logiciel Open Simulator permet de faire un monde virtuel comme Second Life, mais en open source, qui est en fait un monde parallèle. C'est pas un jeu, c'est une sorte de monde parallèle dans lequel il y a des gens qui vont y vivre, créer, expérimenter des choses, etc. Ça peut être aussi un moteur de recherche. Et là-dedans, on a remarqué que toute donnée numérique, en fait, elle est clonable à l'infini, même peu importe la sécurité qu'on met. Au bout d'un moment, elle peut être clonable à l'infini. Et on a pris le parti de se dire, autant quand on crée quelque chose, la laisser libre à tout le monde pour qu'il puisse la faire évoluer ou la partager, plutôt que de se prendre la tête à chercher qui c'est qui a copié. Ah merde, lui il m'a copié le truc, non, plutôt que de perdre de l'énergie avec ça. On s'est dit, on va pas se prendre la tête, on donne, qui n'en veut, vas-y, serre-toi. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent avec, et voilà. Donc ça, c'est une des choses qui se passe dans ce type de monde virtuel. Mais en même temps, il y a des gens qui vendent aussi. Mais nous, ce qu'on a choisi, c'est offrir aux gens la possibilité gratuitement de se connecter sur ces mondes virtuels et de créer des mondes virtuels et de se connecter sur ces mondes virtuels gratuitement et sans qu'il y ait de but lucratif non plus. Nous, on est une asso et c'est les membres de l'asso, on est tous bénévoles, c'est les membres de l'asso qui gèrent l'asso, qui gèrent la compta, qui gèrent les serveurs. C'est totalement autonome, il n'y a aucun sponsor, aucune subvention, ni quoi que ce soit. Et on ne doit rien à personne et qui en veut, vas-y, serre-toi. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. J'aurais une question. Quand vous avez décidé de libérer un peu votre savoir, est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que tu as vu que les gens s'en sont emparés et ont réussi à construire en plus avec le libre?
Oui, bien sûr. Ben, ça permet de développer des choses et de faire des choses dans une meilleure ambiance déjà, de ne pas avoir cette pression de propriété, etc. On est plus détendu. Après, si vous gardez quand même la paternité, généralement, comme nous chez les artistes. Non, vous vraiment domaine public alors. Parce qu'il y a quand même certains niveaux de libre. Ouais, nous, ce qu'on fait, par exemple, chaque année, il y a quelqu'un chez nous qui s'appelle Chéri Manga qui organise un concours d'avatar de tenues de personnages, en fait. Et le principe, c'est que les gens qui créent ces tenues qui leur appartiennent, il ne faut pas qu'ils prennent une tenue qui vient d'autre part, qu'ils créent eux-mêmes la tenue. Et cette tenue, elle est donnée aux gens avec des Creative Commons en CC BY, où les gens peuvent se les partager, se les modifier, mais sans qu'il y ait de lien commercial. Donc, on propose. Oui, donc du coup, vous protégez un petit peu. Donc, du libre, vous le partagez, les gens peuvent se l'approprier, mais dans certains cas, on le protège pour pas que ces créations deviennent à fin commerciale. C'est pas une protection parce que moi, c'est plutôt, on aime. Je pense que dans le libre, c'est beaucoup de CC BY parce que il y a quand même une paternité intellectuelle de l'œuvre. Donc, ça veut dire que les noms se rajoutent au fur et à mesure. C'est-à-dire que CC BY, la première personne qui a eu la première fois la paternité, au bout d'un moment, elle se perd. À force de clone, on ne sait plus qui c'est qui l'a fait, quoi. C'est vrai que certaines fois ça se perd, mais c'est aussi parce que des fois dans le monde du libre, les gens n'ont pas l'habitude des licences. Donc, mais généralement, non, après, ce qu'il y a, ce dont on parlait avec Tania tout à l'heure, excuse-moi, c'est que là, ce qui arrive, un délire, c'est avec la blockchain. La blockchain, elle valide une transaction. Et ce qui va arriver dans pas longtemps, qui existe déjà, où c'est si je suis créateur d'une œuvre, si je suis le premier à diffuser mon œuvre sur de la blockchain, ça authentifie comme quoi je suis la première personne qui ait proposé cette œuvre au monde. C'est ça, il y aura des évolutions techniques qui feront que la paternité pourra être suivie. Voilà, c'est ça. Pour le moment, il n'y a pas. Eh bien, super. Alors, on va laisser la parole à Jonathan, des petits débrouillards. Pouvez-vous aussi donc partager vos connaissances ? Oui, bonjour. Donc, les petits débrouillards, c'est une association de médiation scientifique. C'est un réseau national, donc on a une antenne dans quasiment chaque département. Et nous, notre truc, du coup, c'est d'intervenir partout où il y a des enfants pour faire des expériences, en fait, pour travailler l'esprit critique et la démarche scientifique. Donc, notre truc, c'est les expériences. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des expériences chez vous, avec vos données personnelles. Donc tous les gens qui ont des comptes Facebook, vous pouvez être mis au courant, déjà comme vous le disiez tout à l'heure, donc des informations que Facebook a sur vous. Alors, j'ai essayé de le faire moi-même. J'ai pas été déçu dans le sens où j'ai vu des témoignages qui disaient que Facebook possédait le répertoire téléphonique de l'utilisateur via ses applications sur mobile. Personnellement, j'ai dissocié, donc j'ai pas ce souci-là. Non. Fini. Et donc, vous pouvez demander à Facebook, via leur site internet, du coup, une copie de toutes les informations qu'ils ont sur vous. Et ils ont donc toutes vos photos, toute votre liste d'amis, toutes vos relations, etc., etc. Ça, vous pouvez le demander. Et vous pouvez aussi être au courant pour quelle entreprise vous êtes la cible marketing. C'est-à-dire, si vous allez sur Facebook, vous allez dans l'onglet publicité et que vous regardez les publicités qui vous correspondent, bon, déjà, je vous conseille de désactiver AdBlock. Et ensuite, vous pouvez voir la liste des centres d'intérêt que Facebook vous donne et que Facebook vous conseille pour les publicités sur leur site internet. Mais à savoir qu'il n'est pas obligé d'avoir un compte Facebook pour que... Alors, je ne vais pas dire Facebook, on va dire les réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux en général parce que j'aime pas taper sur une entreprise en particulier. J'ai rien contre Facebook, mais voilà. Donc quand vous utilisez les réseaux sociaux, même si vous n'avez pas un compte sur un réseau social, ils vous connaissent quand même parce qu'ils ne proposent pas que des services à l'utilisateur. Ils proposent des services à des sites web. Et le service du site web, c'est le petit bouton que vous voyez en bas sous l'article. Et ça, c'est une petite sonde. Donc même si vous n'êtes pas connecté à votre compte, ils savent que l'adresse. Alors c'est l'adresse IP, c'est l'adresse postale. Ils savent l'adresse IP. Et donc ils savent que cette adresse IP elle est allée sur tel site et tel site. Et à partir de ce moment-là, c'est un profil numérique. Donc on est profilé, mais ça va bientôt s'arrêter, en tout cas. Donc du moins se diminuer. Tania ? En fait, moi je rejoins un petit peu Jonathan sur cette idée par rapport à Facebook. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'effectivement, il s'avère que lorsque vous allez voir vos données privées, vous avez donc vos amis qui ne sont pas forcément
du coup tracés sur Facebook. Enfin, il y a même des amis qui n'ont pas de compte Facebook. Il s'avère que dans les données qui vous donne Facebook, eh ben, il y a les numéros de téléphone de ses amis. Donc c'est une vraie question, quoi. Après, ils se business les données, ils se les vendent, pourquoi pas, mais à un moment donné, on doit être au courant. Il ne s'agit pas de dire ah bah, pas de Facebook et tout, chacun fait son truc, on est libre. Il s'agit simplement d'être responsable, quoi. D'être un peu responsable dans ce monde. Et du coup, ça va clôturer l'émission parce que c'est vrai que ça commence à durer. Mais sur l'enjeu aujourd'hui, c'est bien être aussi des citoyens responsables. Et c'est important d'être informé de ces données, qu'est-ce qu'ils en font, voilà. Donc les jeunes, ils ont tous plus ou moins un compte Facebook à partir d'un certain âge. C'est pas la question de les brimer et de leur dire non, tu n'auras pas de compte Facebook. C'est la question de savoir s'ils éditent une photo, bah, ils sont capables d'assumer leur photo dans un abribus sur une place publique. Si c'est le cas, bah, à ce moment-là, ok, ils peuvent mettre leur photo, quoi. Et juste revenir sur justement les réseaux sociaux. On est donc parents ou au moins tonton, tata, enfin on a tous des enfants dans notre entourage. Je vous invite, ils ne sont pas venus sur le plateau et du coup c'est vrai que ça aurait été intéressant de les intégrer sur la fin au moins. C'est Action Innocence Monaco qui est à l'entrée du salon, juste en face de l'entrée, qui font un travail formidable qui est sur justement la sensibilisation et ils nous donnent des clés à nous, parents, pour justement protéger nos enfants par rapport aux réseaux sociaux. Comment faire, que ne pas faire. Donc je vous invite vraiment à aller les rencontrer. Moi, j'aurais juste 2 phrases à dire. La première phrase, c'est « toute donnée que vous allez numériser peut être un jour rendue publique ». Ça, c'est une phrase très importante, très, très simple à comprendre. Même si vous mettez une donnée sur une clé USB, votre clé USB, vous pouvez la perdre. Si vous êtes sur l'ordinateur à la maison, que vous n'avez pas mis d'antivirus, vous pouvez vous faire pirater vos données. Donc, toute donnée que vous numérisez un jour peut être rendue publique. Et ça, c'est une phrase très importante qu'on disait souvent dans les collèges. Voilà, c'est une phrase toute bête à se rappeler. Si vous ne voulez pas que ça soit rendu public, ne numérisez pas vos données. La sécurité en informatique n'existe pas. Le travail de sécurité informatique, c'est d'éviter les risques. C'est pas une sécurité à 100%. Et après, pour la communauté libre, bah, je dirais ce qu'on dit souvent chez nous, c'est le chemin est encore long, mais la route reste libre. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant au niveau des enfants. C'est que je pense qu'il faut vraiment que les parents ils aillent au-delà de l'interdit, vu que l'interdit, ça sert à rien. Les enfants, ils vont les utiliser dans votre dos, les réseaux sociaux. Et ça peut avoir parfois des conséquences dramatiques, surtout via le cyberharcèlement, parfois des images qui vont circuler et tout ça. Et j'invite vraiment les parents à discuter avec leurs enfants, à essayer de comprendre un petit peu comment marchent ces réseaux sociaux. Et après, s'il faut, peut-être aussi utiliser des outils de contrôle quand vos enfants sont jeunes, que ce soit compte junior pour éviter qu'ils se retrouvent sur des sites pas adaptés ou les contrôles parentaux et tout ça, mais vraiment discuter avec vos enfants et essayer de vous ouvrir à ça. Ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Concernant le libre, les logiciels libres, moi ce que je me dis c'est ce dont on a parlé, les plus grosses entreprises, elles essayent de récupérer le maximum d'informations sur la planète et de données sur nous-mêmes et contrôle de nous-mêmes sur la planète. Le pire n'est pas encore arrivé, donc il y a encore la possibilité d'empêcher le pire. Voilà, donc pour le moment je suis encore optimiste. Moi je suis plutôt pessimiste, je pense que dans 10 ans, l'intelligence artificielle aura pris le relais sur tout ça et que malheureusement si c'est dans les mauvaises mains, ça sera les robots qui contrôlent les robots. Histoire un peu dans apocalyptique. 10 ans. Je crois que là on va avoir des surprises dans quelques années. Eh ben, espérons que ce soit des bonnes surprises. Moi aussi, l'intelligence artificielle me fait très peur et j'aimerais qu'on se souvienne des enseignements de Stephen Hawking qui nous parlait ça dans une manière aussi très pessimiste. Eh bien, merci à tous de votre intervention, de votre temps, de tous vos témoignages et vos expériences qui auront permis peut-être à certains de se dévoiler une passion, une envie de découverte vers ce qu'est le logiciel libre.
Donc 4 points importants, hein. Liberté d'utiliser le logiciel, de copier ce logiciel, de l'étudier et de pouvoir le modifier et le redistribuer dans des versions modifiées. Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Voilà, ayez la curiosité de vous informer et d'aller vers des choses comme le libre.